Je voudrais d'abord vous remercier, cher Patrick, de m'offrir encore une fois l'opportunité de répondre à ces rendez-vous de redevabilité, parce que oui, je l'ai toujours dit, gouverner, c'est aussi communiquer et rendre compte à celles et ceux qui nous ont fait confiance pour pouvoir être là où nous sommes. Aussi, je voudrais profiter de ces micros aujourd'hui, lundi 18 mai, pour pouvoir rendre hommage à nos forces armées, parce que nous avons célébré leur journée hier, le 17 mai. Je voudrais aussi remercier chacune et chacun des journalistes ici présents, et au travers tous les autres qui nous suivent de partout et qui exercent avec responsabilité, bien sûr, cette noble mission d'informer et de sensibiliser nos populations autour des questions essentielles. Avant de répondre à votre question, j'aimerais faire une petite introduction, parce que comme vous l'avez suivi les jeudis 14 mai, le ministère de la fonction publique, pour la première fois de l'histoire de notre pays, avait donc procédé à la publication du premier numéro de la revue Fonction publique en chiffres, un document inédit destiné à présenter de manière transparente et documentée la situation de toutes les ressources humaines de l'État, pas que les agents du régime général, aussi les militaires, les policiers, les magistrats, les personnels de l'ESU, les enseignants de l'EPST, comme on dit, l'éducation nationale aujourd'hui, les principales tendances aussi de gestion donc administrative de ces catégories, ainsi que les résultats des réformes que nous avons donc portées ces dernières années. Toute réforme durable reposant sur des données fiables. Pour la première fois, donc, notre administration accepte de se regarder en face au travers de ses propres données, des données qui rencontrent notre histoire administrative, qui révèlent en même temps nos fragilités et qui mettent en lumière des progrès, nos progrès, qui contrastent bien souvent avec certaines idées reçues, souvent largement partagées, et qui démontrent également que le redressement est véritablement en cours dans notre pays. Donc nous avons produit cette photographie de notre fonction publique telle qu'elle est aujourd'hui, non pas pour juger ou critiquer le passé, mais pour mieux comprendre notre situation présente et, bien sûr, nous permettre de préparer l'avenir. Des données fiables, pas seulement utiles pour le gouvernement, mais aussi désormais pour les chercheurs, les universitaires qui produisent du savoir, mais aussi, je l'ai dit, pour les journalistes, le média qui éclaire, informe et sensibilise l'opinion, mais aussi pour les citoyens, pour qui nous travaillons et qui nous font confiance, et nous leur devons à travers les chiffres transparence et vérité. Alors, les résultats que nous allons aujourd'hui aussi commenter et publier, des résultats traduisent en réalité une dynamique qui a été mise en place, qui est une dynamique de transformation profonde de notre appareil étatique, transformation touchant notamment la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, les recrutements qualitatifs et compétitifs des agents, la mécanisation et la prise en charge salariale des agents de l'État, payés, non payés, on va en parler de façon transparente, la formation,
ainsi que les renforcements des capacités des agents publics, l'amélioration de la gestion des carrières, qui était bloquée depuis 40 ans, la relance de la mise à la retraite, la féminisation de l'administration, qui est une question importante, la modernisation du cadre juridique, mais aussi la dématérialisation des procédures administratives. Voilà, dans ces contextes-là, donc la présente séance, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, se veut aussi pédagogique, effectivement, et vise ainsi à présenter, chiffres à l'appui, les principales avancées réalisées dans le secteur de la fonction publique, ainsi que les perspectives envisagées pour poursuivre la réforme de notre administration publique. Alors, j'en viens aux chiffres, comme vous l'avez dit. À ma question. Votre question relative aux chiffres. Vous voulez savoir combien de fonctionnaires notre pays compte? Tout à fait. Aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir si vous parlez des fonctionnaires ou des agents publics. Donnez-nous la différence. Nous sommes dans un exercice pédagogique, Monsieur le Vice-Premier ministre. Donc, je note que le ministre de la Communication veut savoir la différence entre fonctionnaires et agents publics. Ceux qui nous suivent ont besoin d'être édifiés. Alors, lui comme ceux qui nous suivent. Donc, il y a une nette différence à faire entre agents publics et fonctionnaires de l'État. C'est un agent de carrière des services publics de l'État. Monsieur le ministre de la Communication ici présent, lui comme moi, nous sommes des agents publics. Les membres du gouvernement sont des agents publics. Les membres de leur cabinet sont des agents publics. Les présidents de la République est le premier agent public de l'État. Les parlementaires sont des agents publics. Contrairement aux agents de carrière qui sont les fonctionnaires de l'État. Donc il faut une nette différence. Alors le ministre de la Communication veut savoir combien notre pays compte de fonctionnaires. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, on nous a présenté les chiffres de 1 480 000 fonctionnaires, essentiellement du régime général. Fonctionnaires du régime général. Je mets de côté les magistrats, ce sont des régimes particuliers, les policiers, les militaires, les enseignants, SU, EPST, et je mets de côté également les militaires et les policiers. Et donc 1 480 000. Il y a eu un premier tamisage qui nous a conduit à 1 225 000. Et après ces listes déclaratives, nous avons, et je l'avais annoncé ici, procédé à la certification des données. Et cette certification des données a permis à ce que nous puissions tamiser, vérifier au cas par cas les dossiers de ces fonctionnaires-là, administration par administration, contrôler les arrêtés d'admission sous statut, les commissions d'affectation, les diplômes, ainsi que tous les autres documents requis. Et nous sommes donc passés, avant d'aller à l'identification physique, l'identification biométrique, nous sommes donc passés de ces chiffres de 1 425 080 agents déclarés par différents services à 795 000 dans un premier temps, puis à 677 630 agents certifiés réguliers à l'issue d'un processus d'assainissement et d'identification biométrique mené sur l'ensemble du territoire national. Là, je parle de fonctionnaires. Mais si je rentre vers la case agent public de l'État, la RDC aujourd'hui... Monsieur le Vice-Premier ministre, oui. pour être, vous aviez dit au départ, on parlait de 1 400 000 oui, agent, au départ. Oui, fonctionnaires. Et donc après certification, vous parlez de 600. Après certification, c'est 677 000. Et les 800 000 autres? Les 800 000 autres ont été écartés. Donc, ils sont dans des cas d'irrégularité. Il y en a qui ont été écartés, il y en a qui, ma foi, sont en processus de régularisation de leur situation. Mais ils étaient payés. Ils étaient payés. Certains étaient payés, certains étaient non payés. Comme vous savez, le gros de nos fonctionnaires, en tout cas les chocs des effectifs que nous avons eus, que nous avons connus en 2018, ce n'est plus un secret, 2018-2019, plus d'1 million, plus d'1 million de fonctionnaires
ont été recrutés dans notre pays sans gestion prévisionnelle des effectifs, sans programmation budgétaire. Et c'est parmi ces agents-là surtout que nous avons aujourd'hui le gros à faire en termes de mécanisation. Et c'est surtout ces agents qui réclament, je l'ai dit légitimement aujourd'hui, qui réclament leur mécanisation. Voilà la situation plus ou moins générale des fonctionnaires de l'État. Et ces données seront consolidées et mises à jour par des missions de rattrapage qui sont déployées afin de permettre aux agents non encore identifiés et autres retardataires d'être pris en compte éventuellement. Ce que ces chiffres disent, en réalité, c'est que la fonction publique reprend la main sur ses effectifs. Mais en même temps, je voudrais parler des agents publics, parce que j'ai fait une différence nette, et je l'ai dit, entre fonctionnaires et agents publics. Certains vont lire sur des papiers, RFI, et ça et là, ce qui était présent le jeudi, le jour où nous avons publié la fonction publique en chiffres, eh bien qu'il est renseigné quelque part que la RDC compte 2,5 millions d'agents publics. Oui, lorsqu'on parle de ces chiffres-là, il s'agit effectivement de tout l'écosystème d'agents publics de l'État. On parle là du régime général et de tous les autres régimes particuliers, les enseignants, on en compte à peu près 699 000, les enseignants, le personnel de l'ESU, les militaires, les policiers, les agents de sécurité, de façon générale. Un enseignant n'est pas un fonctionnaire. Un enseignant, aujourd'hui, dans le cadre de notre administration, n'est pas un fonctionnaire. C'est un agent public, mais il n'est pas encore fonctionnaire. Mais je dois ici souligner qu'une réforme est en cours, à la demande du président de la République, aux fins de leur mutation, pour qu'ils deviennent fonctionnaires à part entière. Voilà. Très bien. Voilà, donc nous avons donc les 2,5 millions d'agents publics, en prenant tout l'écosystème du secteur public, avec plus ou moins 1,8 qui sont en réalité des effectifs rémunérés par le budget du pouvoir central en 2005, tout régime confondu, soit plus ou moins 74%, 75% des effectifs globaux. J'ai parlé du choc des effectifs de 2018 à 2019, 2020. J'ai parlé aussi d'un chiffre clé, 677 630 pour être précis, effectifs d'agents du régime général certifiés réguliers sur le 1 425 080 déclarés par différents services relevant de ces régimes-là. Je dois aussi souligner un chiffre, 185 200, ce sont des effectifs stabilisés, des nouvelles unités depuis 2022. Vous savez, les nouvelles unités, c'est l'ancien système un petit peu dans la gestion des effectifs ou de la gestion RH dans notre pays, où les administrations affectées des fonctionnaires non admis sous statut au niveau de leurs différents services pour que plus tard ils soient régularisés par la fonction publique. Nous avons mis fin à ces phénomènes abjects. Il est aujourd'hui fait interdiction à tous les services de l'État de pouvoir affecter des personnes non encore admises sous statut au sein de leurs différents services. Ça, c'est pour mettre fin à ces phénomènes-là. Les personnes anciennement affectées, donc les anciennes NU de depuis 10 ans, il y en a partout, vont faire l'objet d'une régularisation méthodique aussi. Nous le faisons progressivement, ils seront mécanisés, régularisés, puis mécanisés par la suite. Mais nous n'allons plus accepter aujourd'hui des personnes affectées par des services sans le respect de règles qui ont été redéfinies par la loi, notamment les principes de vacances préalables de poste avant tout recrutement. Ce qui nous a plombé en réalité, c'était ces régimes de laisser-aller. Ces régimes nous savons qu'il y a
un taux de chômage assez élevé. Notre pays fait face à un chômage endémique, ce n'est pas un secret. Mais on ne pouvait pas ouvrir les vannes de cette manière-là en faisant entrer tout et n'importe qui dans la fonction publique, dans nos administrations. Et ça nous a coûté extrêmement cher. Je sais qu'il y en a toujours qui disent « oui, mais vous êtes là maintenant en responsabilité ». Oui, nous sommes en responsabilité. Et notre rôle, c'est justement de faire en sorte que nous ne retombions plus dans ces travers du passé, que nous puissions rationaliser les règles de recrutement et pour essayer de faire en sorte que seul le meilleur, finalement, puisse servir l'État. Les chefs de l'État, son souci, et ça qui se traduit à travers notamment le 6e axe de sa vision, c'est d'offrir à la République démocratique du Congo la possibilité de se doter d'une administration publique efficace, digne de ce nom, à la hauteur de sa grandeur, une administration qui soit au rendez-vous de résultats et du rendement, mais une administration qui s'appuie sur des hommes et des femmes recrutés sur base de la méritocratie, non pas sur base de la politisation. Il y a une surpolitisation de notre administration publique où on y a envoyé les listes de membres de partis politiques, tous les batteurs de tam-tam, etc. Je n'ai rien contre eux. Hein. Mais à un certain moment, on a bien vu que tout ceci a eu pour effet d'affaiblir notre administration publique, à telle enseigne que les différents ministères étaient obligés de faire appel à des experts externes pour pouvoir venir booster et porter mieux, à les aider à mieux porter les politiques publiques, alors que ça, c'est le rôle de l'administration publique. Un autre chiffre, Monsieur le Ministre, c'est la part de l'emploi public dans... Vous ne donnerez que quelques indications pour permettre aux professionnels de médias... Dans l'emploi public, dans l'emploi formel. La part de l'emploi public dans l'emploi formel. En 2012, 3 travailleurs formels sur 4 étaient employés par l'État. Et en 2024, 2025, même aujourd'hui, ces ratios est tombé à un peu plus d'1 travailleur sur 3. Et donc cette évolution est positive. Elle traduit 2 phénomènes que nous assumons pleinement. D'une part, l'amélioration progressive du climat des affaires, qui permet donc au secteur privé de créer davantage d'emplois formels. D'autre part, notre politique délibérée de resserrement, comme je l'ai dit, de l'accès à l'emploi public commence à produire ses effets. L'État n'est plus l'employeur unique, bien que restant toujours le principal. C'est une nouvelle étape de maturité économique incontestable de notre pays. Il y a aussi l'évolution de la rémunération. C'est un débat, les chiffres clés à retenir. La rémunération moyenne mensuelle de l'agent public congolais a été multipliée par 4. Ça fait... Le président de la République l'a dit, Monsieur le vice-premier ministre, et d'ailleurs on a vu quelques réactions pour dire spécifiquement que ce n'était pas tout à fait vrai. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer cela ce soir à ceux qui nous suivent? Alors, moi je pense que le président de la République a eu raison. On parle là de la moyenne. Parce que, en somme, cette moyenne est passée de 126 000 francs congolais à 516 000 francs congolais. Il n'y a qu'à faire des calculs. Hein. On passe de 125 000 en 2019 à 516 000, la moyenne. J'insiste sur la moyenne parce que... C'est la page 35 du document que vous avez voilà, sur moi. J'insiste sur la moyenne parce que, en somme, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un fonctionnaire de l'État est payé... tous les fonctionnaires sont payés à cette hauteur-là. 500 000 francs. Tout le monde ne touche pas 500 000 francs. Il y en a qui touchent 1 million, il y en a qui touchent 2 millions, il y en a qui touchent 3 millions, il y en a qui touchent 4 millions, il y en a qui touchent 5 millions, il y en a qui touchent 7 millions, il y en a qui touchent 10 millions. Bon, si on commence à faire des calculs, il y en a qui, ces fois, qui peuvent calculer leur moyenne
fois 6, fois 7, fois 10, fois... Bon, maintenant, nous avons un combat à mener, un fait à reconnaître. Le fait, c'est que il y a des disparités, et je l'ai dit, des disparités qui existent entre administrations et surtout entre les administrations centrales et les administrations déconcentrées en province. Nous devons donc garder à l'esprit que cette moyenne est tirée vers les bas par de fortes disparités salariales existant entre Kinshasa et les provinces. Le personnel du régime général, c'est-à-dire le cœur même de notre administration, a vu sa rémunération multipliée par 3. Je parle de 2019, à l'arrivée du président de la République, jusqu'en 2026 aujourd'hui. Donc il y a eu une évolution dans ce sens-là. Le personnel militaire, policier et sécurité a vu aussi la sienne être quadruplée entre 2019 et 2025. Et cet effort est délibéré, et comme vous le savez, il traduit l'engagement du chef de l'État en faveur de nos forces de défense et de sécurité dans le contexte que vous connaissez. Donc, ce débat est légitime. Et nous avons une réponse pour pouvoir essayer de pallier aux différentes préoccupations de celles et ceux de nos compatriotes qui sont encore dans la catégorie des sous-payés et qui sont encore, pour certains, dans la catégorie des non-payés. C'est un problème qui existe. Et cette réponse systémique, c'est la nouvelle politique salariale que nous allons implémenter à partir de 2027. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, sauf si vous avez encore un petit commentaire. Peut-être dire aux journalistes qui vont certainement voir faire des commentaires là-dessus, je ne vais pas parler du cas du personnel diplomatique en poste à l'étranger, qui avait aussi sa rémunération doublée. Mais j'aimerais surtout aussi dire qu'il y a d'autres chiffres beaucoup plus intéressants dans ce que nous avons publié avant-hier, notamment les taux d'administration au niveau du pays, parce que la République démocratique du Congo est en situation, comme vous le savez, des sous-administrations, c'est des notoriétés publiques, contrairement aux idées reçues. Nous comptons donc 17 agents publics pour 1000 habitants, alors que la norme minimale pour assurer une proximité acceptable de services est de 50 agents. Et cependant, 41% de nos effectifs sont concentrés à Kinshasa, contre 59 répartis dans les 25 autres provinces. Là aussi, il y a un effort de redéploiement qu'il y a à faire. Les processus de mise à la retraite, vous savez que la retraite était bloquée depuis belle lurette, depuis des années. Il y a un chiffre à retenir, 314 000. 314 000, c'est le nombre donc d'agents publics éligibles à la retraite aujourd'hui. Et 977, c'est aussi un autre chiffre à retenir, c'est le nombre d'agents publics, donc de fonctionnaires, mis à la retraite entre 2011 et 2018. Et 17 500, le nombre de fonctionnaires mis à la retraite depuis 2022. 1200 le seront la semaine prochaine, 3000 le mois prochain. Donc nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions accélérer ces départs à la retraite, faire une fluidification afin de permettre demain qu'il y ait un rajeunissement compétitif et qualitatif, comme je l'ai indiqué tantôt. Il y a, avant de terminer, avant-dernier point, la promotion des agents. Là aussi, c'était le second blocage historique que nous avons levé. Pendant des années, la carrière des agents publics congolais était figée. Un fonctionnaire pouvait servir l'État pendant 2 décennies sans la moindre perspective d'évolution. Cette situation était inacceptable et elle décourageait l'effort et démotivait l'engagement. Aujourd'hui, retenez un chiffre, 68 659 agents ont été promus depuis que nous sommes aux responsabilités, ça veut dire depuis 2021. Enfin, il y a le système
de sécurité sociale des agents publics, il y a quelques chiffres là aussi à retenir. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, moins de 200 000 agents étaient protégés socialement, sécurisés. Voilà. Aujourd'hui, c'est 1 600 000 agents qui le sont. C'est 1 600 000. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, un huissier qui était mis à la retraite touchait 8 200 francs congolais. Il y a quelques années seulement, en 2021. 8 200. Un chef de bureau, c'était 11 500. Et un directeur de la fonction publique, c'était 21 000 francs. 21 000 francs, vous avez bien entendu, je parle de 21 000 francs. Vous pouvez prendre les taux, c'était plus ou moins un peu plus de 10 $ à l'époque. Et aujourd'hui, celui qui touchait 8 millions, et dans la 8 000, je dis oui, celui qui touchait 8 000 francs est dans une moyenne de 250 000. Celui qui touchait les directeurs qui étaient à 21 000 et qui peuvent partir aujourd'hui avec l'honorariat touchent à peu près 700 000. Les secrétaires généraux qui étaient à moins de 100 000 sont à 1 500 000. C'est une évolution, une évolution significative Monsieur le qu'il vice-ministre, faut absolument souligner. Monsieur le vice-premier ministre, vous aurez l'occasion de souligner davantage lorsque nous recevrons les questions de journalistes. Les sujets est évidemment vastes. Ce sont des chiffres, ce sont des chiffres qui méritent d'être soulignés parce que lorsque le président de la République en parle, les gens, parfois amnésiques ou qui ne suivent pas, sont parfois surpris par les écarts, les écarts qui sont assez colossaux. Mais c'est une réalité, ce n'est pas que symbolique, ça traduit véritablement une volonté d'améliorer les conditions sociales de nos populations, en ce compris ici surtout des agents publics de l'État. Voilà, Monsieur le ministre, ce que je pouvais dire, parce que vous me demandez de me limiter, je vais me limiter là, en disant que les réformes engagées, je chute en tout cas dans le secteur de la fonction publique, ces dernières années traduisent donc, comme je l'ai dit, la volonté du gouvernement de transformer durablement l'administration publique congolaise. C'est ce qui, en tout cas, transparaît dans les chiffres que nous avons exposés. Et les résultats déjà enregistrés démontrent qu'une nouvelle dynamique est en marche, une fonction publique plus structurée, qui assume pleinement son rôle de DRH de l'État, une gestion plus transparente, parce que nous mettons sur la table les données, une meilleure prise en charge des agents. On ne dit pas que tout est rose, tout est fini, mais on dit qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place, il y a une marche vers le progrès qui s'est enclenchée, et notre devoir commun, c'est de faire en sorte que cette marche vers le progrès ne s'arrête plus. Jamais. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le vice-premier ministre. On commence avec Monsieur Jacques Moulouba. Je souhaiterais que nous puissions tenir compte des questions des autres, être clair pour que le vice-premier ministre détaille davantage l'essence de chiffres qui sont coulés dans ces documents qui vous a été partagé. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la réputation d'être un bosseur. Et il me semble que vous avez fait bouger les lignes dans votre secteur. Je me souviens qu'hier, c'était la publication de l'annuaire de la fonction publique. Avec des agents, on déterminait leur année, engagement, et puis en quelle année ils pourront aller en retraite. Aujourd'hui, vous venez avec la fonction publique en chiffres. Félicitations pour ces innovations. Mais malheureusement, je dois le dire ainsi, vous venez de ventrer les bois vous-même. Un chef de division du ministère des Finances, du Budget, de Mines, a un train de vie différent qu'un chef de division du ministère de la Culture et Arts. Vous l'avez dit. Disparité. Il faut vérifier encore. Hein. Il y a des disparités en termes de primes, en termes de salaire, vous l'avez dit, vous l'avez reconnu ici. Alors, pourtant, tous travaillent pour l'État congolais. La question est simple. À quand la convocation de la commission paritaire pour statuer sur les salaires
des fonctionnaires et mettre fin à ces disparités qui dérangent aujourd'hui, monsieur le vice-premier ministre. C'est un problème sérieux. Quand est-ce que vous allez y mettre fin? Et ça sera dans l'actif ou dans votre actif. Nous ne pouvons plus accepter cet état des choses. Je crois que le président de la République a été clair là-dessus lorsqu'il est venu ouvrir les travaux relatifs à l'élaboration d'une nouvelle politique salariale dans notre pays. Il est insupportable que dans une même administration, qu'il y ait un chef de bureau d'une administration qui soit payé à hauteur de 7 millions, 8 millions, 10 millions de francs, et de l'autre côté, que d'autres puissent ramer, incapables d'atteindre 1 million de francs. Donc, tout comme aussi, comme je l'ai dit, il est tout autant inacceptable que parfois au sein d'une même administration, budget ou finance, fonction publique, mine, que certains, soit ici à Kinshasa, puissent toucher, je prends un exemple, 5 millions de francs, mais au sein de la même administration, ceux qui sont à Inongo, au Congo central, Grand Bandundu, Grand Oriental, Grand Équateur, Grand Kassai, Grand Katanga, en tout cas le Congo profond, puissent toucher 10 fois moins. 10 fois moins, cela ne se justifie pas. Ces écarts salariaux sont tout simplement inacceptables. Voilà pourquoi il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous instruire, sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, d'implémenter cette nouvelle politique salariale. Et nous l'avons adoptée. Et maintenant, très prochainement, je pense en juillet ou août, en tout cas avant août, avant le budget, que le budget ne se discute, le budget 2027, parce que je l'avais déjà annoncé que cette nouvelle politique salariale va commencer à être implémentée à partir de 2027. Donc, nous allons faire, il reste 2 étapes, portage au niveau des partenaires sociaux, des syndicats, donc il n'y a plus question de paritaire sectoriel, mais on va faire une grande rencontre avec tous les partenaires sociaux qui avaient déjà pris part à l'élaboration technique de la politique du premier draft de la politique salariale. Et ensuite, après, deuxième étape, ça sera au niveau du Conseil des ministres, avant que nous puissions maintenant voir avec les ministres du budget, lors des prochaines conférences budgétaires ou l'élaboration du budget 2027, comment commencer à implémenter cette nouvelle politique salariale destinée essentiellement justement à lutter contre les disparités entre administrations, entre notamment les agents prestants à Kinshasa et ceux prestant en province. Et c'est comme ça que de façon systémique, nous allons donner une réponse à cette problématique. Monsieur le vice-premier ministre, dans la même problématique, ceci concerne le salaire ou ceci fait allusion aussi aux primes qui sont perçues par ces fonctionnaires? À la rémunération. Alors, il faut savoir que la rémunération de l'agent public ou du fonctionnaire ou de l'agent public de manière générale, c'est les traitements des bases, qu'on appelle les salaires de base, plus les différentes primes. C'est ce qui fait la rémunération d'un fonctionnaire. Ça concerne les deux, donc les deux composantes de la rémunération. L'idée, c'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas de salaire de base puissent être mécanisés, et ceux qui n'ont pas de primes puissent aussi avoir leurs primes, mais avec l'ambition d'inverser les ratios salaire de base prime, parce que la partie la plus importante doit en principe être le salaire de base. Or, chez nous, le système a été dévoyé, et donc vous avez le salaire de base qui est devenu au fil des ans insignifiant, et les gens ne jurent que par des primes qui sont éclatées dans les différents secteurs. Moi, ministre de la fonction publique, je n'ai pas la maîtrise de la question de l'ensemble de la rémunération, tout simplement parce que les primes sont gérées sectoriellement. Donc le budget de rémunération sont logés au niveau de chaque secteur, et depuis 30 ans, chaque ministre devait aller voir avec le ministre du budget pour procéder à la signature d'une grille barémique sectorielle entre budget et les secteurs concernés.
avec comme résultat, eh bien, cette pluralité-là, cette dispersion des grilles barémiques qui engendre ces injustices que nous sommes en train de déplorer. Maintenant, nous devons revenir vers un barème unique de tous les agents et fonctionnaires de l'État afin d'avoir un système juste, qu'on travaille à Kinshasa, qu'on travaille en province. On doit être traité de façon égalitaire. Voilà, on va aller avec les questions de Madame... Et équitable surtout. De Madame Joséphine Mawete, qui sera suivie par Madame Rachel Kitita et Monsieur Liobé Malenga juste après. Allez-y, question précise, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous aviez évoqué la mise en retraite de certains fonctionnaires. Je reprends la question parce que c'est quand même une urgence pour certains jeunes qui nous suivent. La mise en retraite, combien de temps cela va-t-il vous prendre? Parce que en 2017, il y avait eu un recrutement à la fonction publique des 1000 jeunes, certains sont sortis fraîchement des universités. Et actuellement, la question qui se pose après la conférence de presse du président de la République, qui a encore rappelé que la création de l'emploi était parmi ses piliers. Combien de temps, si on doit limiter dans le temps, va-t-il prendre cette mise en retraite pour que voilà, le prochain recrutement puisse se faire dans votre secteur? Oui, merci. Mais attention, le président de la République, chaque fois lorsqu'il parle de la création d'emplois, il fait allusion au secteur privé. Donc il n'arrête pas de le marteler que le secteur pourvoyeur d'emplois dans un pays demeure le secteur privé. Et je l'ai dit ici, d'entrée de jeu, que nous le voyons que petit à petit, la courbe ou la tendance est en train de s'inverser. Nous avons besoin d'un secteur privé qui se réveille avec de facilités, notamment fiscales, qui soient accordées comme ça aux créateurs d'emplois pour avoir justement un mouvement, une dynamique positive dans le sens de la création d'emplois. Mais le secteur public gardera toujours aussi sa part, donnera aussi sa part en termes d'employabilité de jeunes. Donc, je l'ai dit, que nous allons fluidifier les départs à la retraite et nous allons aussi faire en sorte qu'il y ait un rajeunissement tel que voulu par le président de la République, mais un rajeunissement cette fois-ci qualitatif et compétitif. Qualitatif parce que nous voulons que seul le meilleur puisse servir l'État, qu'on n'ait plus à recruter sur base d'accointances tribalo-ethniques, mais plutôt sur base de la méritocratie. Mais en même temps aussi, ça se lie avec la compétition, faire en sorte que l'accès à la fonction publique soit rendu possible à travers des concours. C'est ce que nous essayons de faire. Vous me voyez souvent dans des salles des universités avec, par exemple, pour l'IGT, quelqu'un a posé la question sur l'IGT, pour devenir inspecteur de travail ou contrôleur de travail, ces jeunes sont passés par les concours, il l'a dit. Pour l'administration du numérique, c'était pareil. Pour les personnes vivant avec un handicap, l'administration de ces ministères, on est passé aussi par les concours. Il en fera désormais ainsi, afin d'accorder toutes les chances à tous les enfants de la République. Il faudrait que l'enfant d'une femme maraîchère puisse avoir les mêmes chances que l'enfant d'un ministre, d'un parlementaire ou d'un haut gradé de l'armée. C'est aussi ça l'essence d'une nation. Donc il n'y a pas un timing précis. Nous sommes en train de fluidifier la mise à la retraite et nous allons maintenant, de façon méthodique, essayer avec le ministère ou les administrations sectorielles concernées, voire planifier les recrutements qui se feront désormais selon le besoin, en suivant le principe de vacances des postes préalables. Voilà, on va prendre les questions de Mme Kitita, M. Biobé, et puis ce sera M. Amédée Moirab. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole. Deux petites questions au vice-premier ministre et ministre de la fonction en charge de la fonction publique. Vous terminez par
le ministère du numérique, je vous ai suivi tout à l'heure qu'il y a eu un recrutement. Alors pour certains, on ne comprend pas pourquoi vous procédez à des recrutements alors que dans plusieurs administrations publiques, il y a un pléthore du personnel. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de faire une mutation, une permutation de ceux qui sont plus nombreux dans certaines administrations? L'autre question, justement en parlant du ministère du numérique, il y a aujourd'hui un peu plus de 700 agents dont seulement 123 reçoivent des primes de traitement de base. Et Il y en a combien? 700. Plus de 700. 720 exactement. Seuls 123 reçoivent le salaire et puis le salaire de traitement de base et des primes. Et les autres qui ne reçoivent rien et font pourtant face aussi à de problèmes de mobilité pour travailler. Quelle est la réponse que vous donnez exactement à cette préoccupation? Aussi, si je pourrais terminer pour une dernière question, c'est concernant les énarques qui sont parmi lesquels ceux qui travaillent dans votre administration à la fonction publique et qui sont alignés mais qui ne reçoivent pas de primes sectorielles et qui ne bénéficient pas de certains avantages dans l'administration publique. Quelle est une réponse que vous accordez à leurs préoccupations? Les énarques? Oui, des énarques. Oui. Bon, ça, ce sont des informations que vous me donnez. Je vais voir avec leur organisation, parce qu'ils sont organisés, les énarques, pour voir qui sont ceux-là qui ne reçoivent pas des primes sectorielles. Mais en tout cas, nous avons pris des dispositions pour que les énarques soient placés dans de meilleures conditions salariales. Mais je ferai le point avec leurs représentants pour que nous sachions prendre de bonnes décisions par la suite. Idem pour l'administration du numérique. C'est une information que vous portez à ma connaissance. Je prendrai langue donc avec le ministre du numérique et le secrétaire général pour essayer de voir... Ministre de l'économie numérique. Les ministres de l'économie numérique, maintenant, ça a changé, pour essayer de voir comment on peut résoudre ces problèmes. Je n'avais pas l'information concernant ces gaps de personnes qui ne sont pas prises en charge en termes de je crois, des primes sectorielles. Ça doit être... Parce que côté mécanisation, je crois que nous avions déjà bouclé la boucle avec eux. Mais nous ferons le point de manière générale avec le responsable pour voir les meilleures réponses à réserver. Parce que ce sont des secteurs, il faut, la fonction publique, avant de prendre des décisions relevant de différents secteurs, eh bien, elle prend toujours langue avec les responsables sectoriels. Donc, à l'occurrence ici, les ministres et le secrétaire général. S'agissant de votre première question, ça dépend. Parfois, nous recrutons, parfois, nous ne recrutons pas. Vous voyez, l'autre dame qui m'a posé la question tout à l'heure, c'était en rapport plus ou moins avec cela. Donc, nous mettons à la retraite, mais nous ne procédons pas à des remplacements systématiques. Parce que nous essayons de voir au sein des différentes administrations s'il n'y a pas lieu d'utiliser les ressources disponibles. Mais il peut se faire, c'est le cas du numérique par exemple, que nous ayons besoin d'informaticiens aguerris. Alors que je vous ai parlé de recrutement, des complaisances qui ont été faites par les passés. J'ose les mots, je n'ai pas peur de les dire. Lorsque on recrute des membres de partis politiques, sans tenir compte des profils, lorsqu'on recrute des batteurs de tam-tam des partis politiques, encore une fois, je les aime bien, hein, mais le moment venu, si nous cherchons les compétences, nous cherchons les informaticiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous recrutons. Si demain, avec l'implémentation de la couverture santé universelle, le ministre de la Santé vient me voir pour dire que nous avons besoin des spécialistes, des neurologues, nous avons besoin des spécialistes en gastro et en autres spécialités de la médecine. Moi, je ne vais pas dire que non, on ne peut plus recruter. Nous avons au sein de nos administrations des jeunes gens qui ont été recrutés en 2018 qui peuvent venir opérer, notamment Mme Rachel Kichita. Non. L'État recrute selon les besoins, des besoins réels. Et l'État ne peut employer que des personnes dont il a réellement besoin.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a plus de recrutement à l'aveugle. Il n'y en a plus. Si vous regardez, vous venez, vous faites des recherches, vous êtes journaliste d'investigation, vous verrez que nous n'octroyons plus de numéros matricules comme des cacahuètes, un peu comme par le passé. Nous sommes beaucoup plus regardants. Avec les différents secteurs, nous essayons de voir s'il y a besoin de recruter, il faut vraiment qu'il y ait réellement de preuves de postes vacants, de postes organiques, budgétairement prévus. Et c'est ce que nous faisons. Vous me voyez souvent avec les différents ministres défiler dans mon bureau pour la réorganisation des services. Nous le faisons. C'est que nous mettons en place de nouveaux cadres et structures organiques assortis des référentiels de emplois afin d'éviter justement de retomber dans le travers du passé. Nous voulons une administration publique où les gens Monsieur le peuvent venir. on fait la pédagogie. En français facile, lorsque vous dites cadre organique avec un référentiel d'emploi, il faut peut-être dire cadre organique signifie comment le travail se structure, les besoins pour lesquels on a besoin, permettez la tautologie, de désigner M. X, Y répondant à tel profil pour tel travail. Tout à fait. Cadre organique signifie, on peut dire, allez, organigramme. Hein? Voilà. Vous allez dans une société privée, Madame Kichita est une chef d'entreprise, et dans son entreprise, je ne sais pas combien elle a comme travailleurs, eh bien, employés, si c'est 30, ben, c'est en fonction des besoins réels. Il y a autant de caméramens, il y a autant de journalistes, il y a autant de preneurs de son, bon, et puis on se limite là. Si après, on impose à Madame Kichita, à part les 30, de prendre 60 autres, Madame Kichita, mais l'entreprise va tomber en faillite. Ce n'est pas possible. Dans votre maison, vous êtes à 6, vous êtes à 7. Même si c'est votre sang, si d'autres membres de la famille viennent s'ajouter, là où vous êtes à 7, il y a 35, 40 autres membres qui viennent pour dire, bon, Toye Kofanda Awa, ça ne sera pas possible même si vous les aimez bien. Donc, c'est pareil avec l'administration publique. Donc, il faut avoir ces cadres organiques-là, l'organigramme, assorti de missions, où on sait telle direction a autant de divisions, telle division a autant de bureaux, tel bureau dispose d'autant d'agents. Et on ne peut pas dépasser les maxima des effectifs tels que prévus dans le cadre organique. Or, chez nous, ce que nous avons fait tout fait faux. Et nous avons tout inversé, nous avons tout perverti, tout dévoyé. Ce qui fait que là où il y avait 20 personnes, nous avons mis 200 personnes. Là où il fallait avoir 30 personnes, ben, il y a 250 personnes. Donc du coup, cette pléthore est devenue ingérable. Et je vous ai dit qu'on a injecté dans l'administration publique 1 million de personnes brusquement, sans prévision budgétaire, sans gestion prévisionnelle ensemble des effectifs. Et je remercie ici le ministre Mouyaya qui a fait ce travail de rationalisation avec moi. Il est venu pour que nous puissions moderniser l'administration du ministère de la Communication et médias. Et aujourd'hui, vous avez maintenant un organigramme qui est bien connu, qui est bien fixé. Et nous avons signé comme une sorte de contrat pour que, avec le secrétaire général, en responsabilisant les administratifs, les responsables administratifs, pour que nous ne dépassions pas les effectifs maxima. C'est un peu ce qui se passe maintenant. Donc, là où il y a possibilité de redéployer, nous redéployons. Là où il y a besoin de recruter des nouveaux parce qu'il faut des profils particuliers, là, en ce moment-là, nous recrutons. À l'occurrence, vous avez fait allusion, j'insiste, au ministère du numérique ou de l'économie numérique. Là, on avait besoin Ministre, vraiment de personnes Biot, particulièrement compétentes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication, pour la parole m'accorder. J'ai une petite question au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Aujourd'hui, se pose un problème. Il y a un certain nombre des agents de la fonction publique qui ont bel et bien leur numéro matricule, mais qui ne figurent pas sur la liste des rémunérations. Comment pouvez-vous expliquer cela? Des rémunérations qui ont des numéros matricules, mais qui ne touchent pas leur argent. Qui ne touchent pas leur salaire. C'est ça votre question? Oui. Mais je l'ai dit tantôt, j'avais répondu. Je crois que vous avez déjà votre question sur papier.
Non, vous avez été beaucoup plus ésotérique. Je voulais avoir une réponse bien détaillée. Vous avez été ésotérique. Non, je l'avais dit. J'avais parlé des non-payés, des fonctionnaires non payés. Ça veut dire que dans le lot là, j'ai même insisté que dans le lot de ceux qui sont entrés, si vous regardez bien, si vous grattez sur cette question, vous verrez que la plupart de celles et ceux qui réclament leur mécanisation sont ceux qui sont issus de cette vague d'entrée de 2018. Faites des vérifications. Ils vont vous dire 2018, 2018, 2018. 90% de celles et ceux qui réclament aujourd'hui leur mécanisation sont ceux qui sont issus. Mais maintenant, moi, je ne conteste pas. La preuve, c'est que depuis que je suis arrivé aux responsabilités, 197 000 ont été mécanisés. 197 000. Mécanisé, ça veut dire inscrit sur la liste. Inscrit dans le fichier paye. J'ai un cas de 2015, monsieur le ministre. Pardon? J'ai un cas de 2015. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis 90. Il est dans les 10%. Il est dans les 10%. J'ai dit 90% de ceux qui réclament la mécanisation aujourd'hui font partie de la vague de 2018. C'est-à-dire que 10% font partie des anciennes vagues. Alors, je suis en train de dire, nous avons fait un choix. C'était d'assumer ce qui s'est passé, parce que vous savez, moi, je n'aime pas faire de la stigmatisation. Je prends tout sur moi. Et en tant que ministre de la fonction publique, je n'ai jamais pointé du doigt mes prédécesseurs. Je n'aime pas ça. Mais je fais ce qui doit être fait. Je vous parle de 197 000. C'est vrai que la voix qu'on entend, c'est la voix de celles et ceux qui n'ont pas encore touché, qui n'ont pas encore été pris en compte. Mais lorsque j'arrive aux responsabilités, vous savez combien étaient dans le fichier depuis 1960? Eh bien, 182 000 fonctionnaires. Depuis 1960. Disons ça comme ça, parce que moi j'ai trouvé ça comme ça. 182 000 fonctionnaires qui étaient mécanisés. J'ai ajouté sur ces 182 000, 197 000 en quelques années. Et nous sommes en train de continuer sur cette dynamique pour que nous puissions prendre en compte tout le monde. Mais attention, nous faisons en sorte que, et c'est ça aussi l'un des principes qui sera porté par la nouvelle politique salariale, nous faisons en sorte que seuls ceux qui prestent réellement soient mécanisés. En somme, nous n'allons plus, à partir de 2027, rémunérer les numéros matricules. C'est terminé. Nous allons rémunérer les travails accomplis. Voilà, merci. C'est très important, Patrick, parce que, excusez-moi, monsieur le ministre, cher Patrick, parce que il y a dans notre système totalement perverti des fonctionnaires qui sont régulièrement inscrits dans le fichier FRAP, dans le fichier des fonctionnaires, dans le fichier de l'administration publique, mais qui ne prestent pas, qui sont soit à l'étranger, soit dans le secteur privé, mais qui continuent à toucher. Donc, ce que nous allons faire, et il y en a d'autres qui prestent, mais qui, comme vous l'avez si bien souligné, ne sont pas rémunérés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rendre justice à ces gens-là qui ne touchent pas leur salaire alors qu'ils travaillent. Et ici, je voudrais leur lancer un message clair, parce que ça vient du chef de l'État qui nous avait demandé de tout faire pour qu'aucun agent public ne soit laissé sur les carreaux, ne fasse l'objet d'injustice de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il travaille, mais en même temps, il n'est pas rémunéré. Ça, c'est une injustice qui n'est pas acceptable. Nous ferons tout, mais alors tout, pour que d'ici 2027, que tout le monde soit inscrit dans le fichier paye et en fonction, évidemment, des économies que nous allons tirer de ces opérations d'assainissement. Voilà, merci Monsieur le Vice-Premier ministre. Pour des besoins évidemment de gestion du temps, on va prendre les prochaines questions en série.
On va commencer évidemment par M. Amédée Moirabou, qui sera suivi de M. Patrick Ealé, M. Touver-Roundi. On terminera la série en français avec M. Jérôme Sekana, puis on prendra une question à Lingala avec Jimmy Mukendi. Celui qui est parti, c'est qui, monsieur? Monsieur Biobé Malenga. Monsieur Biobé, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, parce que vraiment là, il faut savoir que c'est mon combat. Le fait de payer, d'inscrire dans le fichier tous ceux qui travaillent, mais qui ne sont pas payés, eh bien, nous allons les inscrire et nous allons relever ces défis-là. Soyez tranquilles. Mais merci. On ne peut pas réduire tout à cette question-là. Donc, il faut regarder les choses dans leur globalité pour permettre à ce que nous puissions relever ces défis ensemble avec tous les autres. Donc, rajeunissement, retraite, bonne gestion des carrières, et permettre à ce que ceux qui travaillent soient véritablement identifiés et ainsi de suite. C'est ce que nous sommes en train de faire comme effort. Voilà, merci. Et M. Amédée Moirabou, allez-y, s'il vous plaît. Amédée Moirabou pour le compte de finances entreprises. Monsieur le vice-premier ministre... Vous pouvez noter la question, s'il vous plaît, parce que nous prendrons ces dernières séries en même temps. Monsieur le vice-premier ministre, je suis resté un peu sur ma soif par rapport aux informations que vous avez données jusqu'ici. Je m'attendais à ce que tous les chiffres que vous donnez viennent répondre aux inquiétudes à la fois du Fonds monétaire international et du président de la République. Vous savez que le Fonds monétaire, dans le cadre de la deuxième revue du programme économique avec le gouvernement, avait interpellé le gouvernement sur l'explosion de l'enveloppe salariale. Il avait même parlé d'un risque budgétaire majeur. Et à la suite de cette position du FMI, le président de la République a instruit pour un audit liquidatif de la paye des agents et fonctionnaires de l'État pour savoir les effectifs exacts et l'enveloppe salariale et maîtriser l'enveloppe salariale. Mais ici, vous nous présentez des chiffres, mais sans dire exactement l'impact qu'ont ces chiffres sur l'enveloppe salariale, puisque jusque-là, on se plaint qu'il y a une explosion de la masse salariale. Alors, il faudrait maîtriser les effectifs pour permettre à ce que les gouvernements soient en mesure de payer régulièrement et correctement, surtout ceux qui travaillent effectivement. Alors, est-ce que vos chiffres viennent répondre aux inquiétudes et du FMI qui demandait à ce que l'enveloppe salariale des agents publics ne dépasse pas les 35% des recettes internes, ou du président de la République qui demandait à ce que chaque agent qui travaille doit toucher son salaire et il n'y a que ceux qui travaillent effectivement qui doivent toucher leur salaire. Est-ce que les effectifs présentés ici répondent à ces inquiétudes, monsieur le vice-premier ministre? Monsieur Moirabou. Oui. Parce que vous avez le document. Je disais, monsieur le vice-premier ministre, si vous permettez qu'on prenne les questions en série. Oui, mais combien de séries? Parce que ça, c'est une question importante. Oui, toutes les questions. Ça, c'est une question essentielle. Non, mais parce que... Bon, on fait allez-y. Faisons. Allez-y, faisons juste une économie. Oui, mais parce que l'affirmation n'est pas vraie. L'affirmation n'est pas vraie. Moi, j'ai un très grand respect pour les chevaliers de la plume que vous êtes, les journalistes, les phares de la société. Mais lorsque vous posez des questions, ça doit corroborer avec la vérité. Alors, parce que vous avez le document, moi, je vous invite à ouvrir la page 37. La page 37. La page 37, où dans la série, le chapitre économie de la fonction publique, figure 20 et 21. Qu'est-ce que vous y voyez? Évolution du ratio masse salariale. Évolution du ratio masse salariale PIB. Ouais. Et puis figure 21. Évolution du ratio masse salariale recette courante. De quoi parlons-nous? Parce que si vous me dites qu'on ne tient pas compte, ici c'est une étude scientifique qui a été en réalité menée pendant une année. Et les données qui sont là ne sont pas des données inventées. Nous les tirons des différents rapports, on s'est compris du FMI, nous les tirons des différents rapports, des différentes sources, on s'est compris des sources
comme nous l'avons dit, les calculs effectués sur SEMRAP, le ministère du Budget, les différents rapports de la Banque centrale du Congo, des opérations, mais aussi des différents documents d'exécution budgétaire. Donc, on dit que ce sont des documents qui sont vérifiables. Nous avons tenu compte des observations du FMI. Et les efforts que nous sommes en train de faire en mettant en votre disposition justement ces données et à la disposition de la communauté administrative, la communauté nationale, c'est pour permettre justement une meilleure gestion des ressources humaines de l'État, pour combattre justement la pléthore, pour combattre justement des recrutements fantaisistes, pour combattre justement des disparités au niveau de l'octroi des primes et de la rémunération de façon générale, pour essayer d'être justement dans les ratios voulus. Vous avez parlé de 35%, regardez les indications que nous avons placées là, les efforts qui sont constants. C'est vrai qu'il y a eu l'alerte qui a été donnée par le ministre des Finances, notamment pour 2025, 2026, et nous sommes en train aujourd'hui d'y travailler pour que nous soyons toujours dans la marge voulue. Et vous avez vu, en 2025, d'abord les efforts qui ont été déployés pour 2023, 4,3%, 4,2% en 2024, et puis 4,7%. Et là, on s'approchait du 5% en ce qui concerne l'évolution ratio masse salariale PIB. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour justement descendre davantage. D'où l'audit qui a été diligenté par le président de la République, notamment pour nous permettre de dénicher, en l'absence des recrutements au niveau de la fonction publique, de savoir d'où vient... L'audit de l'État liquidatif. D'où vient, oui, l'audit de l'État liquidatif, c'est ça, là, ensemble, la masse salariale. D'où vient l'explosion qui a été remarquée, donc les chiffres qui ont bougé dans le sens d'augmentation. Et je pense que bientôt vous aurez des rapports et puis des recommandations qui vont en découler pour nous permettre de revenir à la normalité. Voilà. Merci. Monsieur Touvert-Rundi, s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, en note comme ça, nous répondrons une fois pour toutes. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Mon intervention sur la question d'actualité réside autour de la gestion de l'Ebola, qui aujourd'hui, dans la ville de Goma, les gens craignent qu'il n'y ait pas une bonne prise en charge. Qu'est-ce que vous, comme ministre de la Communication et des Médias, vous dites à ces personnes qui ont vu des barrières ou des frontières fermées, est-ce que Kinshasa sera coupé du reste du monde? Et au VPM de la fonction publique, actuellement, il s'observe dans la zone sous administration de la rébellion des recrutements en masse pour la fonction publique. Allez-vous tenir compte de ça? Monsieur Patrick Eyal, allez-y. Je vais demander à Monsieur Moulegua de venir aussi parce que visiblement, il avait une question que je n'ai pas notée tout à l'heure. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le VPM, vous avez répété que dans le passé, il y avait une politisation de recrutement. Parlons, pour vous reprendre, des batteurs des tam-tam. Pouvez-vous, droit dans les yeux, nous dire qu'aujourd'hui, au sein des partis de l'Union sacrée, on n'y envoie pas les batteurs de tam-tam s'y trouvant dans la fonction publique? Deuxième question, pouvez-vous nous donner un chiffre précis, dans un secteur précis où il y a eu triplement de revenus? Merci. Merci. Je n'ai pas compris la deuxième question. Où il y a eu triplement de revenus. Triplement de revenus. Un chiffre précis dans un secteur précis dans la fonction publique où il y a eu triplement de revenus. La rémunération, vous voulez dire? Rémunération, oui. Ouais, allez-y. Monsieur Moulegua, allez-y, et puis ce sera Monsieur Sekana. Merci. Monsieur le VPM, si nous allons à la page 14, parce que c'est votre rapport, j'aimerais qu'on revienne sur les chocs d'effectifs. Entre 2018 et 2020, c'est le même pouvoir qui était là. Et pour le compte de la gratuité, on ne parle que de 303 000 agents qui ont été intégrés. Quand on fait les gaps, nous sommes autour de 900 000 agents qui ont été recrutés. On aimerait savoir par qui, pourquoi
et comment si ces gens ne relèvent pas des officines politiques. Les doublons, les fictifs, l'inspection générale des finances en a parlé 4-5 fois. Dans votre administration, vous pouvez trouver un monsieur qui a 13 matricules. Vous pouvez trouver un autre qui en a 5, 6. Alors que vous parlez de 2 500 000 personnes, mais on compte autour de 600 000 personnes qui ne sont pas rémunérées. Donc les NU. On se demande à quand... On se demande vraiment. De NU ou de NP? En tout cas, des NP. Vous allez vous perdre avec donc des non payés. ce concept. C'est normal, je ne suis pas agent public. On se demande quand seront-ils payés, parce que là, ça fait 600 000 personnes, ça fait, j'imagine, des centaines de milliers de pères de famille. Monsieur le ministre de la Communication, pour profiter de sa présence et pour rester dans votre secteur, nous avons un régulateur clochardisé. Depuis 4 ans, le CESAC, il me semble, n'a pas eu de frais de mission. Il me semble même des frais de fonctionnement. On parle de 4 ans d'arriérés des salaires dans un pays où Jean-Pierre Liaou est vice-premier ministre. On parle des manques de mobilité. Il me semble que même les chefs de cette institution n'ont même pas de mobilité. À quand la fin de la clochardisation du CESAC? Je sais qu'ils ne font pas partie de la fonction publique, mais à votre gauche, nous avons les porte-parole du gouvernement qui peut donc porter la parole du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui est accusé. Voilà. Monsieur Jérôme Sekana. Merci pour la parole, Excellence, Monsieur le Ministre. Monsieur le VPM, je voudrais avoir un chiffre exact sur l'enveloppe salariale de tous ceux qui sont payés par le Trésor public. Parce que c'est un débat qui revient, un débat récurrent. Du côté des institutions de Bretton Woods, l'enveloppe aurait doublé. Il y a des chiffres qui circulent. Je voudrais avoir le vrai chiffre de votre part. On parle de 200 millions à 400 millions le mois de dollars. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que c'est ce qui serait même à la base des difficultés qu'a le gouvernement pour payer à temps l'ensemble des fonctionnaires de l'État qui touchent via le Trésor public. Et une toute petite, parce qu'on m'a demandé de ne pas poser beaucoup de questions, c'est le cadre organique. Vous avez dans vos attributions la fixation et même la gestion des cadres organiques. Apparemment, vous les faites dans certaines structures et d'autres, vous ne le faites pas. Et il y a désordre. On constate que les chefs, les responsables qui arrivent, s'ils constatent que les directeurs qui sont là ne sont pas de son obédience, ils mettent à côté, ils nomment, ils essaient de promouvoir les chefs de division, qu'ils passent des directeurs, et on ne respecte pas les cadres. Quel est l'arbitrage que vous faites, vous, à votre niveau, pour corriger cela? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de corriger cela sur l'ensemble de toutes les institutions? Merci. Voilà, merci. Dernière question, Monsieur Jimmy Mukendi. Question en lingala pour le VPM. Merci, Excellence, Monsieur le porte-parole du gouvernement pour la Maloba. Motuna nanga liboso na eko pesa longonya na mona mboka liao pambate tozalaka na briefing na tunaka question liée na o etali sanction positif et négatif par rapport il y a ba membre il y a ba fonctionnaire à l'État et a répondre qui que bazali ko sala musala par rapport ya ngo pona ko contrôler et puis lelo na yo qui réponse pona ko lobaki d'ici 2027 ba ko banda ko futa batu oyo bazali ko travailler réellement mécanisme ni ko salema ba ko tester na ndinga numérique ministre TP VPM a expliqué biso mais question actualité moi na mboka Patrick Muyaya likambuya constitution ezali kolobama tozali en face il y a 2 membres ya gouvernement il est vrai que le chef de l'État a lobela ki yango mais mutu na ba sortie médiatique azali ko zwa yango na ndenge na ye côté na ye mutu na mutu azali ko sala o ya lingi risque ezali pe que mabeya pour na éviter mabeya nini topé message nini oyo 2 membres du gouvernement en face ya République mokolalo bakoy ko yipsa biso. Merci beaucoup pour votre question, Monsieur le Vice-Premier ministre. Peut-être que vous pourrez ramasser les premières questions qui vous sont destinées en français. Et évidemment, la question
sur la Constitution, on y répondra à la fin de toute Nalingala. Essayons de faire une économie de temps. Non, mais la première question, c'est vous, c'est pour Ebola. Bon, écoutez... Non, mais il s'est adressé au ministre de... C'est le porte-parole du gouvernement. Ebola, c'est pas mon secteur à moi. Mais il est en contact avec nous tous. Je sais qu'il est aussi en contact avec le ministre de la Santé, donc il est le mieux indiqué, en tout cas, à répondre à cette question. Mais vous faites une inversée de rôle, monsieur le vice-premier ministre, j'y réponds volontiers. Non, mais parce que la première question qui est là, c'est par rapport à l'Ebola. Parce que je comptais terminer justement sur la question d'Ebola pour lancer un message de sensibilisation. Vous n'avez pas mélangé Constitution et Ebola. Commencez par Ebola. La dernière question, c'est Constitution. J'ai tout noté ici. Allez-y, je vous le permets. Voilà, sur la question d'Ebola, je l'ai dit tout à l'heure, vendredi dernier en Conseil de ministres, le ministre de la Santé a commencé sa communication hebdomadaire en nous parlant de la résurgence de cette épidémie et nous avons déclaré officiellement la 17e. Lorsqu'elle est déclarée, il y a évidemment les services du ministère de la Santé qui sont appropriés, qui sont dédiés, qui se mettent en mouvement. Ce n'est pas parce qu'on déclare, ce n'est pas le jour où on déclare que les services se mettent en mouvement, parce qu'il y avait déjà au départ des services qui avaient observé cette maladie considérée comme mystérieuse. Nous sommes à Mongwalu, en Ituri, et après les observations, après que certains éléments ont été transmis ici à l'INRB pour leur examen, on a conclu que c'était une nouvelle résurgence de la famille d'Ebola et que cette fois-ci, c'était la souche Bundibundio. Et depuis, les services du ministère de la Santé sont à pied d'œuvre, parce que lorsque vous repérez qu'une maladie comme ça est arrivée, il faut faire un contrôle des contacts pour essayer d'en limiter les champs, mais parce que c'est des zones qui sont particulièrement peuplées, où il y a beaucoup d'activités, donc les gens se déplacent. Et donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà des observations qui ont été faites à Mongwalu, à Rwampara, on a rajouté Nyakoundé et Abunia aujourd'hui, qui permettent d'avoir, par exemple, les nombres de cas suspects. Tout à l'heure, le ministre de la Santé m'a parlé d'un chiffre avoisinant autour de 435 cas suspects. Vendredi, nous avait parlé de 80 morts. Aujourd'hui, on est à 116. Mais même ces morts, il y a des analyses qui continuent, parce que les morts, c'est peut-être des morts qu'on a répertoriés dans les communautés. Peut-être que tous ne sont pas forcément morts d'Ebola. Donc, il y a des analyses, et c'est pour ça que nous avons mis en place au niveau du gouvernement un système d'alerte avec des communications régulières pour nous assurer que les informations, dès qu'elles arrivent, elles sont transmises. Les éléments nouveaux que nous avons enregistrés aujourd'hui, c'est 2 cas à Butembo, spécifiquement dans la zone de santé des Katoa, et 1 cas à Goma. Nous avons aussi dit que nous avons une certaine expérience dans la gestion de l'épidémie. Nous avons aussi dit pas de panique. Évidemment, il ne faut peut-être pas tomber tout de suite dans les pièges des médias qui en parlent, parce qu'évidemment, une épidémie mérite d'en parler. Il n'y a pas de cas à Kinshasa, il n'y a pas de cas dans les autres provinces. Les cas qui sont connus touchent ces zones de santé que j'ai mentionnées. En Ituri, il y en a 3. Il y en a à Butembo, il y en a aussi à Goma. Et donc, dans les cadres justement des expertises, des expériences, des expérimentations qui sont en cours, on donnera davantage de détails sur la souche et quelle sera la thérapie qui sera imposée. Mais pour l'instant, nous encourageons les uns les autres à observer ce que nous appelions par les passés les mesures barrières. On sait que c'est une maladie qui se transmet par des contacts, donc on va éviter des contacts, y compris avec les morts suivant les rites que nous faisons habituellement. C'est une zoonose, donc une maladie qui vient des animaux. On va éviter de manger les animaux, des viandes boucanées, surtout lorsqu'ils ne sont pas suffisamment cuits. Et toutes ces mesures peuvent nous permettre déjà dans un premier temps d'en limiter la portée. Évidemment, si vous étiez au courant de quelqu'un qui était au contact de quelqu'un, il faut contacter les services habilités. Et donc, pour l'instant, ce sont les informations qu'on peut mettre à votre disposition. D'autres détails arriveront plus tard au fur et à mesure
que les services pourront donner les rapports. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, j'ai répondu à la première question à laquelle vous teniez tant. Allez-y pour vos questions pour nous permettre de terminer cet exercice. La santé, hein, la santé avant tout. La santé avant tout, cher Patrick. Alors, donc, les journalistes, comment il s'appelle Touvert Rundi. Rundi a enchaîné après Ebola sur le recrutement massif qui s'observe dans la partie, dans les zones occupées, comme on a dit. Alors, évidemment, tous ceux qui sont recrutés par les occupants ne seront pas pris en compte le moment venu dans la fonction publique. Je souligne que nous avons levé l'option à la demande sur instruction du chef de l'État de ne pas priver nos compatriotes de l'Est de leur rémunération. Et même celles et ceux qui sont partis ne seront pas en réalité sanctionnés. Donc il y a là un cas de force majeure qui a conduit à ce que certains puissent quitter leur lieu d'habitation. Donc dès lors que nos territoires seront libérés, nous l'espérons d'ailleurs très vite, eh bien les fonctionnaires de cette partie du pays regagneront leur poste, et celles et ceux qui ont été irrégulièrement recrutés par les occupants vont devoir être écartés, seront écartés. Alors, M. Eyalé me demande de confirmer si les batteurs de tam-tam, en le regardant dans les yeux, comme il a dit, si les batteurs de tam-tam ne sont plus recrutés dans la fonction publique. Oui, M. Eyalé, je vous regarde dans les yeux et je vous dis, oui, nous ne recrutons plus des fonctionnaires sur base des listes émanant des partis politiques. Non. Si je vous dis qu'il y en a, il n'y a pas ceux qui tentent, je mentirais. Il y en a qui tentent de nous déposer leurs listes et autres, mais qui ne sont pas prises en compte. Donc, pardon ? Même dans mon parti, bien sûr, même dans mon parti politique, les gens font le concours. Nous les orientons, des jeunes de mon parti sont des jeunes comme des jeunes de tous les autres partis politiques. Je souligne que la fonction publique est quand même apolitique. Donc, les jeunes sont appelés à être orientés vers les lieux de concours et autres. Et puis, c'est là que tout se joue à partir de maintenant. Et vous me demandez aussi de vous donner un exemple concret, là où on a multiplié par 3 la rémunération. J'ai parlé du régime général. Je prends l'exemple du régime général, par exemple. Je vous ai indiqué les chiffres 126 000. Nous sommes passés de 126 000 à 516 000. Faites vos calculs, tout simplement. Maintenant, et puis moi, j'ai insisté sur le fait que j'ai pris la moyenne. Ai-je dit que tout le monde a 516 000 ? Non, il y en a peut-être qui sont... Pourquoi j'ai parlé de la moyenne ? Il y en a qui sont en deçà, il y en a qui sont au-dessus. Mais ceux qui sont au-dessus, on le compte par dizaines de milliers. Il y a beaucoup de fonctionnaires, vous pouvez faire des investigations, qui touchent 1 million, 1,5 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de francs. Il y en a 5 millions, 6 millions, et ainsi de suite. C'est pour cela que nous devons implémenter très rapidement la nouvelle politique salariale afin de lutter contre les disparités au sein de nos administrations publiques. C'est ça la réalité. Donc, lorsque j'ai dit cela, il y en a qui vont dire « Mais tiens, c'est pas possible, moi je n'ai pas atteint les 516 000 ». Il y en a dans notre pays, surtout à l'intérieur du pays. Mais ici, à Kinshasa, d'autres vont en ricaner, vont dire « Mais tiens, moi, je n'ai pas 516 000, moi, j'ai 8 millions de francs. » Voilà, ce sont là les réalités de chez nous. Les questions de M.
Pascal Moulegua, Monsieur le Vice-Premier ministre. Monsieur Moulegua, par rapport au choc des effectifs de 2018-2020, on a parlé des 1 200 000 fonctionnaires de plus. Vous dites que oui, mais il y a 2020 aussi qui est comptabilisé. Oui, on comptabilise par souci de transparence, parce qu'il n'y a pas de stigmatisation ici que nous faisons. Mais la vérité, c'est que lorsque vous scrutez les chiffres que nous avons et tous les rapports, les chiffres que nous avons couchés dans le rapport, vous verrez que au cours de cette période, nous avons par exemple recruté 200 000 enseignants pour pouvoir rendre possible, matérialiser la vision de l'implémentation de la gratuité de l'enseignement. Là aussi, encore une fois, je fais allusion à ce que Mme Kichita avait indiqué. Donc, on ne sait pas faire parfois des redéploiements quand on a besoin de recruter spécifiquement un profil spécifique d'agents publics. Là, en l'occurrence, on avait besoin des enseignants. On ne pouvait pas aller prendre n'importe qui dans la pléthore de fonctionnaires existants pour pouvoir aller enseigner. Donc, il fallait recruter des enseignants et nous avons recruté des enseignants. Il en est de même à ce qui concerne le secteur de la sécurité. Là aussi, ce n'est pas n'importe qui peut être recruté pour aller prester au niveau de services de sécurité. Mais après, vous avez quand même dans ces chiffres-là de 1 200 000, allez, comme vous avez dit, 900 000 à peu près quelque chose d'avant. Donc la vague 2017, 2018 et peu avant 2019, il y a quand même plus ou moins 900 000 personnes qui ont été recrutées là sur base d'aucun besoin certifié. Et c'est là tout le problème que nous avons aujourd'hui. Monsieur le Vice-Premier ministre, des questions de Monsieur Jérôme Sekana, parce que nous devons terminer. Il y avait CESAC. Ça, c'était pour vous. Je vais y arriver, le Vice-Premier ministre. Je vous laisse la question du CESAC oui, s'il vous plaît. À la fin. Alors, pour M. Sekana, s'agissant de l'enveloppe salariale, j'aimerais mettre de réserve pour le moment. Je pense que nous sommes en train d'auditer l'état liquidatif. Je préfère ne pas me jeter dans l'eau en balançant comme ça des chiffres. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement qui a évolué. Nous sommes partis de très loin. D'abord 900 et quelques milliards, et ensuite 1000 milliards, 1200 milliards, point. Bon, on a évolué et le ministre des Finances nous a alertés pour vous dire attention. Et il y a plusieurs causes que nous avons déjà décelées, notamment la question de la mauvaise répartition de primes, mais aussi l'existence des commissions au niveau des administrations qui nécessitent une rationalisation. Mais nous laissons d'abord à ce que l'audit puisse nous édifier davantage avant de pouvoir communiquer sur le chiffre en ce qui concerne l'enveloppe salariale. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons relever le défi de sa maîtrise. Alors, voilà. Par rapport au cadre organique, enfin, non, je ne fais pas une sélection concernant le cadre organique. Il y a un plan qui est en place pour pouvoir refixer tout le cadre organique de toutes les administrations. Et justement, avant de pouvoir procéder à des corrections telles que vous l'avez indiqué, il va falloir d'abord que nous puissions boucler la boucle avec la mise en place de cette réorganisation administrative nécessaire. Parce que les comportements, les antivaleurs que nous sommes en train de noter ça et là, sont dus du fait de l'inexistence justement d'un cadre beaucoup plus approprié, clair, des cadres organiques modernisés et clairs au niveau de nos administrations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, refixer ces cadres et structures organiques
mais aussi assorti des référentiels des emplois, comme je l'ai dit. Ceci permettra à ce que nous mettions fin au régime du laisser-aller, du laisser-faire et des antivaleurs. Voilà, merci. Monsieur Moulegua, au sujet de la question sur le CESAC, je crois que nous avons eu des réunions il y a quelques jours avec le président du CESAC et donc dans les cas de la collaboration qui existe, nous nous assurons que les messages soient passés. Je pense que la problématique pourra trouver la solution auprès des collègues des budgets finances qui s'occupent de ces sujets. Alors, Namotuna Nayo Jimmy Mukendi Yamakambo Etali Constitution, avant Kutuna Limbola, je voudrais rappeler ce que le président de la République avait dit. S'agissant du débat sur la Constitution, je souhaite rappeler un principe simple. Aucune question d'intérêt national ne saurait être confisquée, caricaturée ou interdite des réflexions. Mais toute réflexion sur nos institutions doit être conduite avec sérieux, avec transparence, avec méthode, dans les respects scrupuleux de l'état de droit, sans précipitation, sans manipulation et sans obsession politicienne. La Constitution n'est ni un instrument des circonstances, ni un objet de convenance. Elle est le pacte fondamental qui organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions et protège la stabilité de la nation. Y toucher ou même en débattre exige donc de l'écoute, de la rigueur, de la responsabilité et un sens élevé de l'intérêt national. Au fond, ce dont la République a besoin aujourd'hui, c'est d'unité sur l'essentiel, de responsabilité dans la divergence et de maturité dans les débats publics. Ça, c'est la communication. Au Mokondi Aloba qui n'a makambo etali constitution, avant banda qu'on réponde à Nabiyano, il y a des journalistes. Et là, qui si simplement que les Congolais bisikagno so bazali. Ceux qui balobi, il faut tout débattre dans makambo constitution, oui. Beau débattre avec esprit ya koyoka, beau débattre en esprit à rigueur, beau débattre en esprit à responsabilité. Et comme matin, tu débat moko politicien pour au monde na makambo constitution ba hypocrite basé belé. Les VPM liawa zali aza pemini na ngai tozara na assemblée nationale. Batu mususu bazara ba champion koloba ke biso tozo bunda po constitution échanger. Mais l'air DB komi ko habité pardon nazongi sima. Et komi ko tchane ti politique na kati. Ba homme politique nyonso boyebi. Il y a opposition comme il y a majorité na rotanga ba komo na bango te awa. Bango nyonso à un moment donné ba senga ke total la constitution. C'est que les communautés moi hypocrisie pourquoi? Parce qu'on veut personnaliser les débats sur la constitution. Les débats sur la constitution doivent porter sur comment nous renforçons l'efficacité de l'État. Je crois que ce qui totali question na le lenge wana tokomo na mo éclairage biso nyonso to kana bande ko na poto batinde la biso ba mongo na ba western ngana ke na rapoto na ba diaspora nyonso ba lo bara monsieur le ministre double nationalité to kozwango mu kolonini bino nyonso boyebi ke nationalité na biso zara une exclusive oki ko cumula ngote wana zaka ka aspect moko na resepela VPM aba ki sape ya yemu parce que yepe na domaine na ye oki ko la bino biso ki to lingi État ezala efficace. Administration publique na biso ezala na capacité ko répondre ko pesa biyano na ba problème à ba congolais. Mususu il faut total à disposition telle. Donc totikana nous dépersonnalisation wana. Il y a débat total ana nous 20 ans après l'air doit ko discuter ba eloroni to ko sala pour état na biso comme makasi. Monsieur le vice-premier ministre moi liloba mukie na marambo état de constitution. Naïla qui fonction publique, mais voilà la Katia Mambo la Constitution. Oui, mais parce que je suis membre du gouvernement Nakolo Bayango, clairement, mais vous savez, la meilleure des réponses, Moutaro Kopé Césali, oh, ya Kanisi vraiment, oh, ya Zakolo Bango vraiment dans mon thème. Je pense que le débat démocratique est utile dans une société. Celles et ceux qui sont contre le fait que l'on puisse toucher à la Constitution ont raison
de défendre leur point de vue. Celles et ceux qui sont pour que l'on puisse changer ou réformer la Constitution ont aussi raison de défendre leur point de vue. En démocratie, chacun a le droit de défendre son point de vue. Moto akoki botola moninga na droit ya kozala na point de vue azalité. In fine, le plus important, c'est le dernier mot du peuple. Parce que nous sommes en démocratie, c'est le peuple qui doit trancher. Au lobby que ngana koki kozala tant que ministre de la fonction publique, M. Sekan a lobby leur mot d'important. À Bimisi Makamboya, enveloppe nyonso salariale. Na PCMO en bas réserve, tu as un rendez-vous peut-être en émission spéciale, M. Sekan, avec M. Willy Kalinga qui n'est pas ce soir là. J'ai pensé à vous deux pour tout une émission spéciale pour en parler. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand on parle de l'enveloppe salariale, on ne voit que des fonctionnaires. Il n'y a pas que des fonctionnaires. J'ai parlé ici de la différence entre les agents publics et les fonctionnaires. Quand on parle de l'enveloppe salariale, il y a aussi moi, il y a vous, les membres du gouvernement, nos cabinets, il y a les membres du Parlement, il y a toutes les structures qui sont rémunérées par l'État. Tout ça, ça constitue ce qu'on appelle l'enveloppe salariale. Il n'y a pas que des fonctionnaires, parce qu'on a bien tapé que sur les fonctionnaires. Pour que toi, améliorer la situation, mieux répartir. Est-ce que, toujours, est-ce qu'il n'est pas temps de s'arrêter un peu pour notre organisation de l'État? Est-ce que nous n'avons pas une société qui est sur-institutionnalisée? Est-ce que nous n'avons pas un État obèse? Avec plus de 10 000 élus. Un État obèse, éléphantesque. Oh, ils ont ça là que l'État est tellement kilo, à telle enseigne que Azak va engloutir à lui tout seul l'essentiel là. Oh, Sengeli que nous kotonga ba onzela, et tonga ba hôpitaux, et tonga bon. N'a pas ce cas exemple, mon retour Koloba. Je vais terminer en disant que la marche d'un peuple vers son destin, et c'est qu'à un certain moment une remise en question, de façon humble. Ça dit que Botelemi, pour faire une remise en question, un état des lieux, sérieux. Est-ce que responsabilité est à y chauffeur, il y a kumbi, to responsabilité pesali, il y a structure tozali na yango. Est-ce que ce n'est pas le moment n'est pas venu 20 ans après constitution votaki, tochaki en place, to megarota là nini ezako tambolate. Ces débats-là, on ne peut pas les priver à un peuple. Ça dit que Moutou a quitté parce qu'Azali, homme politique, vous n'y touchez pas. Ah non. Moutou pas que nous touchons, mais vous taisez. Non. Les débats donc est utile. Moutou la Mouta repèse à point de vue naïe, et in fine, peuple a tranché. Ce qui ngaï n'a pas point de vue nangaï. Et puis en face, M. Sessanga, on a pris cet exemple, c'est un ami, je le salue. Azapé n'a point de vue naïe. Mais, c'est quoi yo? Parce que moi je dis, on doit changer. Lui dit, non, on ne doit pas changer. Même si avant, Azaki n'a point de vue, Moussou Sabi, quand même, non, maintenant, bon, je change, on ne va plus changer. On ne doit plus changer. Mais, in fine, qui doit nous départager? C'est le peuple. Le peuple va nous départager dans quel mécanisme? Enfin, arrêtons de rigoler. Il y a des mécanismes prévus pour consulter le peuple. Il ne faut pas que pour changer, pour changer la constitution, il faut révolution Salam. Il faut révolution armée. Ce qui m'ont razu Minduki à quoi ici institution. Là, on peut envisager éventuellement changement. Enfin, il faut arrêter, pardon. Il faut arrêter. Le peuple et les juges suprêmes. Voilà. On dit ceci en droit. En principe général, il y a droit. Le peuple dispose du droit suprême d'autodétermination. Ça veut dire que c'est le peuple qui choisit lui-même la voie par laquelle il veut passer pour atteindre ses objectifs et pour changer
et avoir la pleine maîtrise de son destin. Voilà. Motakoki ko confisquer peuple na droit sacré wana ezalité. Et dans a deux niveaux, na niveau ya autodétermination externe vis-à-vis à indépendance ou rattachement, ou alors autodétermination aussi vis-à-vis à organisation et à interne et à l'État. Et nous parlons de cela. Voilà. Seul le peuple a cette faculté-là. Maintenant, les débats est utile. Moi, je suis tout à fait d'accord et tout à fait satisfait de voir comment le débat est alimenté, il est ouvert. Pour autant que ça s'est fait en toute responsabilité. Et ça, en toute responsabilité. Et que, in fine, qu'on laisse la latitude au peuple de trancher. Et je terminerai à ce sujet en disant, évidemment, mais il faut savoir que nous avons, parce qu'on parle de peuple, la priorité, c'est la fin de l'agression, la fin de l'occupation, pour que nos populations, dans ce que le vice-premier ministre disait tout à l'heure, nos populations du Kivu soient aussi en mesure de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont comme opinion en propos de ces débats sur la Constitution. Monsieur le vice-premier ministre, vous n'avez pas droit à un mot de la fin, évidemment, vous avez tout dit. Merci aux journalistes qui se sont déplacés pour cet exercice. Mais si j'avais droit à ce mot-là de la fin, j'allais vous dire merci. Vous voulez t'approprier déjà en me disant merci. Merci de m'avoir invité et d'avoir permis ces moments, ces débats, ces moments d'échange avec les chevaliers de la plume qui éclairent l'opinion et qui nous permet donc c'est les débats qui nous permettent de préparer l'avenir sur base de données fiables, vérifiables et accessibles à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse, de vous être associés à cet exercice de redevabilité. Il était lent parce qu'évidemment, nous parlions d'un ministère, comme le vice-premier ministre aime à le dire, transversal, parce que nous tous, nous avons des administrations. Nous avons été édifiés, monsieur le vice-premier ministre, des progrès que nous faisons, de la modernisation que vous apportez, de l'innovation que vous apportez dans les services publics. Le président de la République s'était exprimé à ce sujet abondamment d'ailleurs sur nos priorités qui demeurent, comme vous l'avez indiqué, l'amélioration justement des conditions de prise en charge de notre peuple à travers l'administration et les progrès que nous faisons. C'était une indication. Il en est des mêmes dans les autres secteurs, notamment dans la santé ou dans l'éducation. Spécifiquement sur la santé, je reviens encore sur ce que j'ai dit en début. Sur Ebola, il faut vous fier aux communications que nous ferons au fur et à mesure que la question va évoluer pour éviter que nous puissions créer un climat de panique, comme c'est généralement le cas en ces moments d'épidémie. Et nous comptons sur vous, professionnels des médias, pour faire le relais. Nous nous organisons avec le ministère de la Santé sûrement dès ce soir pour que régulièrement qu'on vous fasse parvenir les bulletins d'information, les dernières, avec la mise à jour de l'évolution de cette situation épidémiologique. Je rappelle que nous avons l'expérience, nous avons les meilleurs virologues, le docteur Mouyembe et toute son équipe qui sont à pied d'œuvre et nous assurerons donc de pouvoir vous apporter les éléments à tout moment. Merci à vous pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Je sais que vous aimez bien beaucoup les citations. Vous me permettrez de ne pas terminer avec une citation, juste une citation, parce que ici, quand je pense aux fonctionnaires, aux agents publics, à nos compatriotes, je sais que nous tous, nous sommes animés par l'envie du changement. On veut palper les changements. Alors, il y a un homme qui nous a livré les secrets du changement bien avant l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. C'était Socrate. Socrate a dit un jour, parlant du secret du changement, que le secret du changement, c'est toute l'énergie que vous mettez à non pas lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Fin de citation, M. Maître. Merci, M. le vice-premier ministre. J'ai quand même eu le dernier mot.